Madame, Monsieur Yorana, merci d'être parmi nous pour ce rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, ce Manhini est consacré à l'expédition Haute Haiti Nui Freedom et particulièrement de livres qui vient de paraître. Il a été écrit par Michel Levent que je reçois ce soir sur le plateau. Elle est accompagnée de Hiria Otino qui a fait partie et qui a été responsable de cette expédition Haute Haiti Nui Freedom. Donc le livre s'intitule De Tahiti à Shanghai dans le sillage des Tupuna. Pourquoi un tel titre, Michel Levent? Bien, le titre fait référence en fait à l'idée initiale de Hiria, c'est revenir sur les traces des ancêtres. Donc je pense que c'est lui qui peut peut-être expliquer plus précisément pourquoi il a choisi donc de revenir sur les traces de ses ancêtres. Est-ce que c'est ce que cette expédition vous a apporté les réponses aux questions que vous posiez, Hiria? Oui, enfin, c'est une partie des réponses. La grande question depuis à peu près 3 siècles, c'est d'où viennent les Polynésiens. Donc, il y a plusieurs, bien sûr, histoires et mythologies qui sont liées à ça. Donc, la plus connue, bien sûr, c'est le Kon-Tiki, avec Thor et Adal. Donc, les Polynésiens viendraient d'Amérique du Sud. L'idée, au départ, c'était impossible parce que les Sud-Américains n'avaient pas de bateau. Donc, Thor et Adal a donc fait ce radeau, le Kon-Tiki, pour prouver que la navigation transpacifique était possible. L'autre grande mythologie, disons, de la population du Pacifique Sud viendrait du continent mou. Donc un continent qui aurait été englouti, et Tahiti et les îles du Pacifique seraient en fait les montagnes les plus hautes de ce vieux continent. Donc aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de continent englouti, mais quelque chose de très intéressant, on voit que dans le pôle sud, on a trouvé des fossiles d'animaux et de fougères, etc. Donc voilà, donc il y a peut-être une autre piste par là, mais aujourd'hui, avec la science que nous avons, avec les recherches en ADN, en archéologie les plus récentes, les Polynésiens viendraient du continent sud-asiatique. Donc ils viendraient d'un lieu qui serait situé pour faire simple, entre Shanghai et la Thaïlande à peu près. Voilà. À une époque où le niveau de la mer serait bien inférieur à celle d'aujourd'hui. De moins de 150 mètres à peu près. Ce voyage avait pour but d'être une expédition scientifique? Oui, un peu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie expérimentale. Donc l'idée, c'était, donc on sait bien que les océans étaient moins élevés qu'aujourd'hui, mais la grande question, c'était comment est-ce que ces ancêtres pouvaient naviguer avec des pirogues, parce que la pirogue était soi-disant un bateau trop dangereux pour faire de longues expéditions comme ça. Et la grande question également, c'est que la pirogue n'a pas de quille. Donc sans quille, un bateau ne peut pas naviguer sur de longues distances avec des voiles aussi importantes. Donc l'idée, c'était de faire cette archéologie expérimentale. Donc nous avons trouvé un plan d'une pirogue, c'est l'amiral Paris qui l'avait écrit en 1831. Donc on a utilisé le plan de cette pirogue et nous l'avons reconstruit pratiquement à l'identique, sans quille. Et nous sommes donc après 4 mois de construction et 4 mois de navigation, arrivé à bon port. Alors justement, 4 mois de navigation, ce sont des lignes et des milliers de lignes écrites par Hiria Otino. Vous vous êtes appuyé sur son journal de bord pour écrire ce livre, Michel. Est-ce qu'il a été facile de retranscrire? Non, ce n'est pas facile parce qu'en fait, comme vous dites, c'est des milliers de mots et puis des choses parfois répétitives. Il faut aussi éliminer certains éléments. Donc, ça n'a pas été, disons, trop difficile non plus parce que j'ai suivi donc l'expédition journellement et j'ai fait des articles sur Facebook pour permettre aux internautes de suivre l'expédition au jour le jour. Mais est-ce qu'il est facile de rendre chaque jour et l'écrire, le retranscrire en une seule page? C'est la plus grande difficulté, justement, parce qu'il faut éliminer beaucoup de choses. Et donc, il faut garder à l'esprit que le lecteur va être intéressé par le voyage, à condition qu'il ne soit pas non plus, disons, l'écrit ne soit pas trop entre trop dans les détails. Pour cela, il y a un autre écrit donc qui va suivre où on racontera la vie à bord. Là, c'est plutôt le carnet de voyage. Justement, parce que on a reçu déjà, il y a dans cette émission, on a Tahiti Nui Télévision a souvent parlé de ce voyage de Tahiti Nui Freedom. Comment peut-on rendre
une telle expédition émouvante avec beaucoup de problèmes. Ils ont rencontré quelques soucis durant ce périple. Comment le rendre lisible et surtout pour vous qui n'avez pas participé à ce voyage? J'ai participé à ce voyage, justement, comme à vous le dites, à distance. Donc, j'avais également, je recevais des messages de Hiria, mais également parfois des autres de l'équipage. Donc, j'avais le vécu de l'équipage à bord. Et le fait de l'avoir vécu jour le jour, puisqu'on suivait également avec mon mari, disons, la situation météorologique, et on faisait des points, et donc on pouvait ressentir un peu les angoisses qu'il pouvait avoir à un moment donné sur la pirogue. Et donc, c'est plus simple alors de transcrire les émotions, puisqu'on les a vécues à distance, mais on les a vécues aussi. Les angoisses et toutes les peurs qu'ils ont pu avoir. Quelle est la partie la plus facile et la plus difficile que vous ayez eu à faire à le rendre La plus difficile, en fait, c'est d'écrire lors des escales, parce que Hiria n'a pratiquement jamais rien écrit lorsqu'il était en escale, ou très peu. Et donc, il a fallu faire pas mal de travaux de recherche pour n'avoir pas été moi-même dans ces îles. Donc, c'est la nécessité de faire des recherches, mais également d'interviewer Hiria et un petit peu les personnes qui ont été pour voir un peu... comment cela se passait. Parce que c'est vrai que là, je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Alors justement, il n'y a pas que des écrits dans ce livre. Il y a également des photos qui ont été faites par vous, Hiria. Il y a quelques photos où on voit les tampons des pays. Pourquoi avoir fait ce choix ? Oui, donc nous arrivions. Donc au départ, je voulais simplement rappeler que donc c'est une expédition. Nous n'étions pas seuls, 6 sur la pirogue. Il y avait également tout un back office, comme on pourrait dire, à Tahiti. Donc il y a une association qui avait été créée. Donc c'était Ketapo Mamatua, qui était le président de cette association et qui nous aidait énormément à terre. Donc qu'on est sur une petite pirogue comme ça, donc c'est pas toujours très facile. Donc, on avait donc une belle équipe à terre. Et cette équipe à terre, au travers donc de lettres de soutien de l'époque, donc c'était le président de l'Assemblée et le maire de Faa, donc Oscar Temaru, donc envoyait des courriers de soutien aux différents gouvernements des différentes îles dans lesquelles nous arrivions. Donc avec ces courriers, disons, de bienvenue, donc il avait tout l'accueil qui était déjà prévu avant que nous arrivions. Donc à chaque fois, nous avons été très, très, très bien accueillis dans les différentes îles. Alors justement, pour un tel voyage, puisqu'il a commencé le 27 juillet, vous avez quitté Tahiti, vous êtes arrivé la première fois en Chine, c'était le 10 novembre, à Shanwei. Comment prépare-t-on une telle expédition ? Oui, donc c'était une première fois également, donc on n'avait pas vraiment d'expérience comme cela. La chose la plus importante pour nous, c'était qu'on voulait être totalement légal. Donc on voulait être dans les clous de l'administration. Donc le gros travail qui a eu lieu tout à fait au départ, c'était d'avoir une pirogue aux normes. Donc comme on l'a dit, donc on a récupéré un vieux plan de l'amiral Paris, on est passé par un cabinet d'architecte naval. Donc Nicolas Gruet qui était l'architecte, et on a beaucoup travaillé avec les services concernés pour pouvoir homologuer le plan. Donc une fois qu'on a fait ça, donc lors de la construction, on avait des visites régulières de l'administration pour contrôler la qualité de la construction. Donc là, c'est par rapport à la pirogue. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on a dû avoir toute une équipe qui était mise en place. Donc Ketapu Mamatua, qui était le président tout le staff et de l'association, et tout son staff derrière, organisait les choses. Donc le mari de Michel Levent s'occupait, lui, principalement de la météo. Ensuite, on avait parfois des petits problèmes techniques sur le matériel que nous avions. Donc là également, nous avions des référents sur place. Alors justement, on voit des images de votre arrivée en Chine. Avec un peu de recul, Hiria Ottino, pensez-vous aujourd'hui que vous auriez pu... est-ce que vous pourrez faire ce voyage une deuxième fois ? Ouf, c'était vraiment un rêve d'enfant. Donc, j'avais voulu le faire la première fois. Je me vois avec mon épouse. J'avais voulu le faire la première fois en 1989.
Donc c'est un vieux rêve qui a pris vraiment du temps à se réaliser. Donc oui, tout à fait. Est-ce qu'en 1989, vous auriez été prêt psychologiquement pour faire ce voyage? Je ne pense pas. J'étais beaucoup trop jeune. J'étais à l'époque, j'étais étudiant à Paris et Paris avait lancé une bourse de l'aventure et j'avais gagné le second prix et non pas le premier prix. Et le second prix, l'argent qui était gagné ne permettait pas de financer tout le projet, hélas. Mais heureusement, quelque part. Alors justement, pour arriver jusqu'en Chine, il a fallu traverser tout l'océan. Il me semble que vous avez fait escale une quinzaine de fois. Vous, Michel Levent, comment est-ce que vous viviez cette expédition de chez vous? Bien, avec pas mal d'angoisse quand même. Pourquoi? Parce que je savais les difficultés qu'ils avaient à bord. Je savais qu'il y avait des difficultés liées, donc il y a eu des tempêtes. Il y a eu, je crois, Tawitinina qui a failli passer par-dessus bord. Il y avait quand même aussi, bien entendu, quelques petits accros entre les personnalités. C'est normal lorsqu'on est aussi loin et sur un espace aussi petit. Donc, c'est tout à fait logique. Et donc, ensuite, on voyait donc les problèmes météorologiques qui devenaient de plus en plus, disons, importants. Plus il s'approchait de la Chine. Et la dernière étape, bien entendu, la mer de Chine avec les conteneurs, les porte-conteneurs. Et là aussi, où il y avait quand même des gros risques. Alors, on a suivi ça au jour le jour, mais avec parfois des angoisses. Et donc, la maman de Iria qui téléphonait régulièrement, et même les autres familles qui m'appelaient pour me demander, mais as-tu des nouvelles? Comment ça se passe? Est-ce que tout va bien à bord? Alors justement, on voit quelques images de votre voyage. Ça me touche. Je ne les ai pas vus depuis le voyage, en fait. Donc c'est vrai que là, ça me touche pour autant. On voit Koronui qui est là qui est en train de remonter le poisson. C'est un être extraordinaire. Pourquoi? C'est un homme, j'ai les larmes qui viennent aux yeux, rien qu'à le voir. Est-ce qu'il a été votre coach, je dirais, sur Haute Ethnie Freedom? Beaucoup plus que le coach. Comme un père? Oui, c'est un homme qui a un tel lien avec la nature, mais c'est exceptionnel. La connaissance intime qu'il a de la nature. Et tous les jours, il parlait à la pirogue, et puis il entendait la pirogue lui répondre au travers des bruits, etc. Et à votre avis, c'est ce mana qui a fait que vous arriviez jusqu'à destination? Moi, je pense que Koronui, si nous avons réussi, c'est grâce à lui. C'est vraiment indéniablement? Grâce à lui. Indéniablement. Totalement indéniablement. Et c'est un homme qui est tellement plein d'humilité. Et lorsqu'on le voit sur Terre, il paraît insignifiant. Et dès qu'il va sur la mer, il devient un être extraordinaire. C'est pour ça que maintenant, je ne vais plus jamais juger une personne simplement sur l'apparence, avant d'avoir vraiment vécu avec lui. On se connaît bien parce que c'est la pirogue, on n'avait que 3 mètres carrés. Oui, justement. Pour 6 hommes. 6 hommes, 3 mètres carrés. Donc du coup, on s'est changé les couchettes tous les deux au départ. Et finalement, j'ai tellement eu une espèce d'affection envers cet homme. On a fait tous nos quarts ensemble par la suite. Donc à partir du premier mois jusqu'au 3e mois, donc au 4e mois, 3 mois de quart ensemble. Et il a une telle connaissance de la nature. Je donne un exemple qui me paraît pour moi assez remarquable. Donc on jetait toujours la ligne pour aller pêcher. Et lui, le matin, il goûtait l'eau en fait. Il goûtait l'eau de mer. Donc vous voyez, la pirogue, on était à 30 cm au-dessus de la mer. Donc c'est une pirogue assez mouillée. Il venait, il goûtait de l'eau de mer et puis il nous disait, aujourd'hui on va pouvoir attraper du poisson et des jours non. Alors je ne comprenais pas du tout comment il le faisait. Et en fait, il disait qu'il arrivait à goûter le plancton dans l'eau. Donc s'il avait du plancton dans l'eau, donc forcément... il y allait avoir du poisson. Voilà. Donc c'est cette connaissance intrinsèque de la nature. C'est assez amusant parce qu'on parlait après avec des pêcheurs professionnels. Donc il y a des pêcheurs européens qui pêchent dans les eaux internationales. Et en fait, lorsqu'ils pêchent, leur QG se trouve en Europe, en Espagne. Donc le pêcheur qui est sur son bateau est en fait simplement un pilote. Et comment est-ce qu'ils savent s'ils vont pêcher ou pas? C'est que les bateaux modernes ont des capteurs pour calculer le plancton dans l'eau.
Donc c'est amusant. La boucle est bouclée quelque part. Donc il a cette connaissance. Et donc Koronui jouait un peu ce rôle-là. Ce rôle-là. Et puis une connaissance également de la mer. Donc ce qu'on faisait, j'avais accès moi au GPS et aux cartes marines, et lui naviguait complètement de manière traditionnelle. Donc c'est lui qui a piloté la pirogue, je dirais, jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc tant qu'on était dans l'hémisphère sud, il n'avait aucun problème. C'est vrai qu'il a eu un peu des difficultés après dans l'hémisphère nord à naviguer, parce que les étoiles n'étaient plus les mêmes, et la mer était vraiment différente. Donc la forme des houles, la couleur de l'eau, etc. était différente. Donc là, à partir de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est vraiment revenu sur une navigation un peu plus moderne. Alors je reviens au livre, à la page 60, qui est daté du samedi 11 septembre 2010, et qui dit, le titre est « Que d'eau, comment est la vie sur l'eau ?» Oui, donc comme je le disais, on est vraiment, c'est une pirogue, hein. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près à 30-40 cm au-dessus de l'eau, donc on est en permanence trempé. Donc on était mouillé pendant 4 mois. Donc ça, c'est vrai, c'était assez difficile. Donc on faisait attention, disons, à la peau, hein. Et pour ne pas avoir la peau abîmée, la meilleure façon, c'est d'être en paréo, en fait. Donc avec le moins de frottement possible sur la peau. Et pour chaque jour, Michel, c'est vous qui avez mis des titres pour... Oui, c'est moi qui ai mis les titres. Oui, bien sûr. Chaque étape. C'est moi qui ai mis les titres, oui. Puis donc, j'ai mis souvent des petites références aussi par rapport à ce que je ressentais, par rapport à faire une synthèse un petit peu de l'esprit de l'aventure et de l'écrit de cette journée. Ce que je voulais rajouter par rapport justement au personnage, donc si je connaissais bien Iria, je ne connaissais absolument pas les autres, et j'ai fini par les découvrir petit à petit à travers les écrits, à travers le journal et à travers leur vie. J'ai commencé à les connaître, et donc comme disait Iria, j'ai bien entendu été très admiratif devant disons, la personnalité de Koronui, qui est plutôt à considérer comme un peu un chaman. Je trouve qu'il a un esprit vraiment particulier. J'ai beaucoup aimé également Hervé, le marquisien, qui, avec ses angoisses, lui qui chevrillait aux marquises, qui s'occupe plutôt des touristes et de leur faire découvrir l'île, et qui tout d'un coup se retrouve sur une pirogue, et qui a tout le temps des pensées pour sa femme et ses enfants, et qui est très attachant. Je trouvais le personnage très attachant. J'ai également beaucoup aimé, bien entendu, les deux habitants des îles Cook qui les ont rejoints, Sam et Faye. Et Faye qui fait un petit peu, on le voit dans la photo, qui a un esprit un peu pirate des Caraïbes, rebelle, et qui est un personnage aussi très intéressant. Et il y a bien entendu en fait le capitaine qui était Pounoua, qui est une figure emblématique des Tuamotu, et donc qui lui aussi a une personnalité très affirmée. Pourquoi avez-vous accepté d'embarquer, je dirais, dans cette aventure également? Parce qu'elle me plaisait. C'est une superbe aventure, une aventure quand même extraordinaire, et un challenge vraiment extraordinaire. J'étais en Chine, mais je me suis rendue en avion, et lorsque je regardais pas à travers le hublot la mer en dessous de moi, je me disais, mais ils sont fous sur cet espace énorme, cette petite pirogue, mais ils sont fous. C'est tout ce que j'arrivais à m'imaginer. J'arrivais pas à m'imaginer comment on pouvait naviguer dans un si petit espace et sur une si longue distance. Que est devenue la pirogue, Iria? Donc aujourd'hui, la pirogue est en Chine. Donc nous sommes très heureux qu'elle soit sur place. Il y a 3 musées maintenant qui souhaitent la voir. Donc nous sommes actuellement en train de toujours avec le nouveau consul de Chine qui est arrivé ici. Donc nous sommes en train de travailler pour que on souhaite que la pirogue soit mise dans un espace particulier, hein, et qu'on puisse parler non seulement de Tahiti, mais également de toutes les îles du Pacifique. Donc nous sommes en train de réfléchir à un musée commun sur les îles du Pacifique Sud, pour que ça soit un peu notre ambassadeur en Chine. Vous n'auriez pas souhaité la ramener jusqu'à Tahiti?
Oui, également, c'est une possibilité, mais je crois que, bon, on sait que la Chine, ça sera un marché touristique également très important demain, et on pensait que c'était un beau geste également d'avoir notre pirogue comme symbole d'unité entre la Chine et nous. Vous pensez que Haute Haiti Nui Freedom a fait que les relations entre les deux pays soient resserrées? Je pense que ça a eu un impact indéniable, parce qu'avant même que l'on débute cette aventure, donc la première chose qu'on a faite, avant même qu'on ait des bateaux ou des idées, on est allé donc en Chine. On est allé avec Tetua Hou et Tewa, et nous avons donc rencontré les membres du gouvernement chinois, donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère de l'Armée et des Douanes. On est allé voir la municipalité de Shanghai pour leur demander l'autorisation de venir en Chine. Donc c'est la première fois qu'un voilier à pavillon étranger venait en Chine, non seulement un voilier, et là c'était donc une pirogue. Donc la première étape a été vraiment d'avoir... Administrativement, ça a été difficile. Administrativement, ça a été très très difficile. Donc là, je souhaite remercier l'association, qui a vraiment beaucoup travaillé sur ça, et également mon épouse, qui est chinoise, et qui également par ses réseaux et par ses connaissances a pu faire quelque chose d'assez extraordinaire. Nous avons un site internet en Chine qui était sur le quotidien du peuple. Donc c'est un site qui a eu plusieurs millions de visiteurs durant tout ce trajet-là. Donc indéniablement, ça a eu un impact très important. Alors aujourd'hui, ce livre est écrit en français. Est-ce qu'il y a un projet de le retranscrire en tahitien et peut-être en chinois? Oui, peut-être. Je vois Michel. Oui, normal. Oui, disons qu'on y avait pensé en chinois et en anglais aussi. Parce qu'il y a quand même, pour les îles Cook, pour les habitants donc, pour les navigateurs également qui étaient à bord, je pense qu'il serait intéressant qu'ils puissent le lire en anglais. Parce que c'est vrai qu'à bord, ils ne parlaient pas tous la même langue, ce qui est aussi compliqué. Que sont devenus le reste de l'équipage? L'équipage est maintenant est reparti vaquer à ses occupations, et c'est étonnant, je le dis dans le livre, c'est ces personnalités d'horizons tellement différentes. On ne se connaissait pas 4-5 jours avant d'embarquer, et tout à coup on se retrouve ensemble bloqués sur une pirogue pendant 4 mois, et puis après, une fois qu'on est arrivé, tout le monde est reparti chez lui, mais on s'appelle et puis on se tient au courant, et on reste bien sûr en contact, et c'est pas de l'amitié, mais c'est une espèce de confrérie en fait. Quand on se voit, il y a beaucoup de mots qui deviennent inutiles en fait. Hiria Otino, Michel Levent, merci. Merci d'être revenu sur le plateau de Manhini pour nous parler tout d'abord de ce livre, de Tahiti à Shanghai, dans le sillage des Tupuna, qui sera dédicacé le 26 janvier à la librairie Archipel. À partir de quelle heure, Michel? À partir de 9h, il me semble. Oui, à partir de 9h. Et puis, Hiria, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et sur l'antenne de TNTV pour vous entendre nous raconter ces anecdotes de Haute Haiti Nui Freedom. Merci encore à tous les deux d'être venus dans Manhini. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nana, et à la semaine prochaine. Retrouvez Ciné Nuit avec Polymeuble.